Google est un acteur important du marché des appareils de streaming, des dongles HDMI, depuis pas mal d'années. Au départ, ils considéraient que le mieux c'était d'avoir un petit appareil discret qui se branchait derrière une télé, sans télécommande, sans interface. Puis petit à petit, ils ont évolué. Ils ont considéré qu'avoir une interface et une télécommande pour pouvoir naviguer, faire des paramétrages, c'était utile et intéressant. Et maintenant, avec ce Google TV Streamer, ils considèrent que d'avoir son appareil branché sur un port HDMI derrière une TV, ce n'est pas forcément le mieux à faire et préfèrent donc opter pour un appareil sous forme de box TV. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Google TV Streamer. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Dans le packaging, en plus du TV Streamer, on va retrouver un câble USB type A vers USB type C avec la prise secteur pour l'alimentation, des livrets utilisateurs, des piles et la télécommande. En revanche, pas de câble HDMI. La télécommande est blanche, c'est quasiment le même modèle que sur le Chromecast 4K. La différence, c'est que le bouton de volume, au lieu d'être sur le côté, il va être sur la face avant de la télécommande et c'est plutôt plus simple pour gérer le volume. On peut contrôler sa TV ou son ampli audio avec la télécommande par infrarouge. On a aussi un raccourci personnalisable qu'on peut associer à une application, qu'on peut associer aussi à Google Home ou vers une entrée de la TV ou de l'ampli. Donc par exemple, vous pouvez appuyer sur le bouton, ça va sélectionner le bon port HDMI de votre ampli audio. On a de la recherche vocale via Google Assistant et on peut aussi contrôler des périphériques domotiques à la voix. Le Google TV Streamer a un design épuré, de forme oblongue, tout blanc. Personnellement, j'apprécie. L'arrière est légèrement plus haut de manière à loger la connectique avec notamment un port HDMI 2.1A. Au dos, on a aussi un port RJ45 gigabits et un port USB type C pour l'alimentation, mais qui peut aussi servir à connecter un hub USB type C pour avoir d'autres ports USB et brancher pourquoi pas un disque dur. À l'arrière de l'appareil, on a un bouton, ça permet d'émettre un bip sur la télécommande pour la retrouver. Ce Google TV Streamer 4K tourne sous Android TV 14 avec surcouche Google TV. C'est légèrement différent de l'interface Android TV. Ça y ressemble, mais c'est un petit peu plus centré sur les contenus des différents services de streaming vidéo. L'interface est en 4K, comme depuis Android TV 12. Les contenus des différentes applications de streaming vidéo sont mis en avant pour faciliter la recherche d'un programme qui vous intéresse. Mais ça permet aussi à Google de nouer des partenariats et de mettre en avant les services qui payent pour ça. Au sein de l'interface, au sein de la page d'accueil, vous allez principalement retrouver les contenus de Prime Video, de Disney+ et de Google. Mais pas d'inquiétude, si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres services, vous allez pouvoir voir tout leur contenu en passant directement par l'application, comme à l'ancienne. Si comme moi, vous n'aimez pas avoir une interface encombrée par trop de contenu, vous pouvez activer le mode application seulement et vous aurez seulement des vignettes d'application sur l'interface. Vous n'aurez plus tous les contenus des applications. Vous aurez tout de même une grande affiche pour un contenu, c'est-à-dire une publicité. Google a intégré l'intelligence artificielle Gemini dans son interface. Pour l'instant, c'est disponible que si l'interface est réglée en anglais et ça le sera prochainement en français. Ça vous permettra entre autres d'avoir des résumés de films. Je trouve pas ça forcément utile pour l'instant, d'autant plus que pour avoir des résumés de films, il suffirait à Google de scraper les contenus sur internet. Les résumés sont déjà disponibles, donc pourquoi les demander à une intelligence artificielle? Je sais pas, mais je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ça se développera sûrement au fur et à mesure, et donc ça sera disponible en français dans les prochains mois, mais aussi sur les autres appareils Android TV 14 avec surcouche Google TV. Donc c'est pas exclusif à ce streamer TV. Un panneau Google Home est intégré à l'interface et permet de contrôler les appareils domotiques de son domicile, comme des ampoules connectées, des sonneries et des capteurs de température. J'ai donc essayé, je me suis amusé à allumer et éteindre mes ampoules connectées et ça fonctionne rapidement, c'est quasiment instantané. Et ce panneau Google Home n'est pas exclusif à cet appareil, il sera aussi disponible sur les autres appareils Google TV prochainement via mise à jour. Le TV Streamer de Google possède en revanche une fonctionnalité exclusive. Il prend en charge le protocole Thread, permettant de faciliter l'interopérabilité des différents périphériques domotiques, tout comme l'Apple TV 4K 2022. On a un mode veille qui peut fonctionner avec Google Photos, avec les photos que vous possédez, avec aussi une galerie d'art. On peut sélectionner entre Getty Images, Google Arts, NASA, Google Earth, etc. Sur cette page de veille, on peut aussi choisir d'afficher la météo ou pas, l'heure, des informations sur l'appareil, etc. Du côté des performances, c'est assez étrange ce que nous a fait Google. Donc ils ont abandonné les puces AM-Logic. Sur le Chromecast avec Google TV 4K, on avait du AM-Logic S905D3. Et sur ce nouvel appareil, on a une puce Mediatek MT8696 couplée à 4 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage. Alors pourquoi je dis c'est étrange? Parce qu'on est sur un nouvel appareil qui sort 4 ans après le Chromecast 4K et qui intègre une nouvelle puce de même puissance. Alors j'exagère un peu, elle est un tout petit peu plus puissante,
puissante, mais c'est vraiment pas grand chose. Google avait annoncé une amélioration de plus de 20% des performances par rapport à l'ancien Chromecast 4K avec Google TV, mais on en est loin si on se fie aux résultats des benchmarks. La nouvelle puce Mediatek qui équipait déjà les Fire TV 4K Max en 2021 est légèrement plus puissante, mais ça reste deux puces de même catégorie, c'est-à-dire du moyen de gamme dans le secteur des box TV et plutôt assez éloigné de ce que propose une Apple TV 4K. En revanche, on a quand même gagné 2 Go de mémoire RAM, ce qui a un intérêt pour conserver plus d'applications ouvertes en mémoire et éviter de les redémarrer à chaque utilisation. Globalement, les déplacements dans l'interface sont relativement fluides, mais de temps à autre, on peut avoir quelques légers ralentissements, quelques petits accros, mais rien de grave. Mais on n'a pas cette sensation de fluidité que l'on a sur une Apple TV 4K. Je précise parce que j'ai vu beaucoup de tests qui expliquaient que cet appareil, c'était l'Apple TV 4K de Google. On est quand même sur deux propositions différentes. Alors on est sur un appareil Google, il est certifié Google, évidemment, mais il est aussi certifié Netflix, il possède tous les DRM pour obtenir la meilleure définition possible sur les services de streaming vidéo populaires. En revanche, sur MyCanal, vous serez limité à du 1080p, mais c'est parce que c'est un nouvel appareil et qu'en général, MyCanal ne fait pas beaucoup d'efforts là-dessus. Du côté de la partie vidéo, la nouveauté, c'est que maintenant cet appareil prend en charge le codec AV1, c'est un codec open source qui consomme beaucoup moins de bande passante et qui est devenu obligatoire maintenant pour avoir la certification Google sur une box TV. Tous les services ne l'utilisent pas encore, il y a de plus en plus de contenu sur YouTube ou sur Netflix. Mais ne vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, ce n'est pas obligatoire, cette prise en charge. Si votre appareil ne prend pas en charge l'AV1, les contenus seront lus avec un autre codec. En plus de ça, il prend en charge les codecs habituels, H265, H264 et VP9, mais aussi le HDR10, le HLG, le HDR10+, et le Dolby Vision, pour étendre la dynamique de l'image sur les contenus compatibles. Concernant le Dolby Vision, il prend en charge le Dolby Vision Profile 5, c'est celui qui est utilisé sur les services de streaming, donc vous pourrez avoir du Dolby Vision sur Netflix, etc. Il prend en charge aussi le Dolby Vision Profile 8. En revanche, il ne prend pas en charge le Dolby Vision Profile 7. C'est celui qui est utilisé sur les Blu-ray. Et ça, c'est une régression par rapport au Chromecast avec Google TV 4K, qui lui prenait en charge le Dolby Vision Profile 7. Donc si vous avez des rips de Blu-ray en Dolby Vision Profile 7 à lire, vous allez pouvoir le faire par exemple via Kodi. Il va convertir à la volée le Profile 7 en Profile 8. Donc vous aurez un affichage Dolby Vision. Attention, c'est un affichage Dolby Vision de moins bonne qualité que du vrai Profile 7. Par contre, une application complexe ne fait pas cette conversion Dolby Vision Profile 8, mais rétrograde votre fichier vidéo en HDR10. Donc si vous avez un fichier vidéo Dolby Vision Profile 7, vous le lisez avec Plex, vous aurez un affichage HDR10. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas ce qu'on attend. Et c'est surtout moins bien que le Chromecast d'il y a 4 ans. Et par contre, il y a un gros problème. Le désentrelacement ne fonctionne pas. C'est un problème surtout pour les contenus en direct, l'IPTV, Kodi, Plex, notamment le 1080i. Vous aurez du scintillement à l'image sera difficilement lisible, c'est particulièrement visible sur du sport, sur du foot, quand il y a des mouvements rapides. Et ça, c'est un vrai problème. Normalement, les appareils prennent ça en charge depuis quelques années. Depuis Android TV 12, Google a intégré un ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de lire, directement dans son système. Donc les différents constructeurs de box TV n'ont plus à eux-mêmes intégré cette fonctionnalité. Elle est directement dans le système. En revanche, c'est ensuite à chaque service de streaming vidéo d'intégrer cette fonctionnalité, de la rendre compatible avec leur application. Donc pas de souci pour des applications telles que Kodi, Plex, TV Mat. Ils sont compatibles avec ce genre de fonctionnalité depuis très longtemps. En revanche, du côté des grands services de SVOD populaires, ce n'est clairement pas une priorité. À l'heure actuelle, il y a Netflix qui a rendu son application compatible, mais pas Prime Video ni Disney+. Et c'est pourtant une fonctionnalité utile qui permet d'éviter les micro-saccades lors de certains mouvements de caméra, comme des travelling. Et donc pour ça adapte la fréquence de la box à la cadence d'images par seconde du contenu. Si on regarde un film en 24 images par seconde, la box va passer en 24 Hz. Mais tout le monde n'est pas sensible à ces micro-saccades. Beaucoup de personnes ne le remarquent même pas, notamment parce qu'ils y sont habitués depuis très longtemps. Espérons tout de même que ces différents services se décident à prendre en charge cette fonctionnalité le plus rapidement possible. Concernant la partie audio, on a différents paramètres. On peut activer l'égaliseur de son, l'amélioration des dialogues pour augmenter le bruit des dialogues. Concernant les différents formats audio qui sont pris en charge, alors bien sûr, il faut avoir une barre de son et un ampli compatible avec ces différents formats. On a le droit du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus avec Atmos. En revanche, pour le Dolby True HD et le Dolby True HD avec Atmos, en pass-through, on n'a pas de son. Mais si on modifie les réglages, on peut avoir du multi-PCM 5.1 et même pas du 7.1.
7.1. Pour les formats DTS, on a donc du DTS. Et pour le DTS HD, on aura du DTS. Et pour le DTS-X, ça sera aussi du DTS ou du multi-PCM pour tous les formats DTS. Donc en gros, on n'a pas les formats audio HD. Soit on n'a rien, soit en modifiant les réglages, on a du multi-PCM, voire du DTS. Alors que pourtant, l'appareil est censé prendre en charge l'audio HD. Mais finalement, c'est buggé. Et c'est assez chiant parce que selon les formats audio, il va falloir modifier les paramètres et jongler entre le mode pass-through et le mode pas d'audio surround. Mais comme j'ai dit dans les paramètres, ces formats audio sont bien affichés, on peut les activer. Donc il y a des raisons de penser qu'à l'avenir, via des mises à jour, ils seront pris en charge. Mais il n'y a rien de sûr et en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Le Google TV Streamer n'est pas un appareil pour jouer aux jeux vidéo, mais il peut quand même dépanner dans ce domaine-là, avec des graphismes pas trop détaillés et une animation correcte, mais pas ultra fluide. En revanche, on ne peut pas jouer aux jeux récents et gourmands tels que Genshin Impact. L'appareil est moins puissant qu'un smartphone à 200 €. Côté émulation, on va pouvoir jouer à la Dreamcast, à la N64, à la PSP et même à la Saturn. Du moins, certains jeux. Concernant la connectivité, on n'a même pas le droit du Wi-Fi 6 et encore moins du Wi-Fi 6E. Google reste bloqué sur du Wi-Fi 5. C'est une norme qui commence à être assez ancienne à une époque où le Wi-Fi 7 a fait son apparition, mais globalement sur une box TV ça reste très correct. Ça m'a permis d'avoir des débits de l'ordre de 470 mégabits par seconde, donc c'est largement suffisant pour du streaming vidéo, même pour du cloud gaming. Attention tout de même, le Wi-Fi 5 ne procure pas les mêmes avantages pour le streaming de jeux vidéo que les Wi-Fi plus récents. On a aussi un port Ethernet gigabit qui va permettre d'avoir une connexion Internet filaire et des débits de l'ordre de 1000 mégabits par seconde pour une connexion filaire, et on a du Bluetooth 5.1 qui va nous permettre de connecter différents périphériques, des manettes, des enceintes et des écouteurs, mais une seule paire d'écouteurs à la fois. Alors en conclusion, que dire? C'est plutôt la douche froide. Il y a encore quelques mois, j'osais penser qu'on aurait un appareil avec de la puissance qui pourrait concurrencer les Shield TV et voire même pourquoi pas les Apple TV, mais ce n'est pas du tout le cas et c'est loin d'être le cas. Mais là où ça me semble être encore plus un problème, c'est que cet appareil se permet de faire encore moins bien sur certains points que le Chromecast 4K avec Google TV de 2020, d'il y a 4 ans. Et tout ça avec une puissance équivalente, légèrement supérieure et pour le double du prix. Alors clairement, si vous avez déjà un Google Chromecast 4K de 2020 avec interface Google TV, il n'y a quasiment aucun intérêt d'acheter cet appareil. En gros, vous allez gagner une compatibilité avec le protocole domotique Thread. Pas grand chose de plus. Maintenant, si vous n'en avez pas, que vous souhaitez rendre connecter une TV ou améliorer son système, ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que pour 2 fois moins cher, un Chromecast avec Google TV 4K fera quasiment la même chose. Néanmoins, n'allez pas croire que c'est un mauvais appareil ou qu'il n'a pas d'avenir. Même si la puce n'est pas très puissante, l'appareil a de l'avenir. Il y a des box TV d'excellente qualité à 120 € qui tournent sous AMLogic S905 X4, sensiblement de même puissance. Certes, elles ont une connectique plus évoluée et si Google TV corrige les bugs, améliore les fonctionnalités, ça pourra en faire un appareil intéressant. D'autant plus que la plupart des nouvelles fonctionnalités de l'interface sont aussi disponibles ou arriveront prochainement sur les autres appareils Android TV ou Google TV. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a déjà des personnes qui ont dû l'acheter. Il y a aussi des personnes qui devaient l'attendre et qui doivent être grave déçues depuis quelques semaines, après avoir vu les premiers retours. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!